parler du lancement du dispositif dérogatoire et expérimental donc des soins non programmés sur le département du Maine-et-Loire. Pour ça, on va voir quelques points. Donc, on vous propose de revenir sur qu'est-ce que le soin non programmé tel qu'il est défini dans ce dispositif-là. On évoquera également avec vous ce qui a été décidé sur votre territoire pour l'identification d'infirmiers soins non programmés. C'est comme ça qu'on l'appelle dans le dispositif. On vous précisera comment et sur quoi vous pouvez intervenir au domicile du patient. On reviendra sur la question de la rémunération parce qu'il s'agit ici d'une rémunération dérogatoire. Donc, on vous expliquera comment vous pourrez coter les actes qui sont réalisés dans ce protocole. Et puis, vous aurez accès également au contact de l'URPS infirmiers libéraux, donc, qui travaille plus particulièrement sur ce dispositif. On fera une petite aparté sur le service interprétariat, sur lequel vous pouvez vous appuyer dans le cadre de ces dispositifs-là, mais pas que, également dans votre pratique quotidienne. N'hésitez pas surtout, hein, s'il y a des questions, à les poser au fur et à mesure du webinaire. Pour les soins non programmés, donc pour revenir un petit peu sur ce qu'on entend ici par soins non programmés, donc il s'agit des soins non programmés donc qui ne relèvent pas de l'urgence vitale. Donc, par exemple, vous ne serez jamais appelé pour un AVC ou une urgence qu'il faut prendre en charge dans les 30 minutes qui suivent. Mais néanmoins, ce sont des soins qui ne peuvent pas être anticipés, d'où le non programmé, et qui ne peuvent pas être retardés. Ils ne peuvent pas être pris en charge, par exemple, dans 3 jours. Par contre, ce sont des soins où, comme je l'ai dit, vous n'avez pas une urgence vitale, donc vous n'avez pas à intervenir forcément dans les 30 minutes qui arrivent. Vous avez en tout 4 heures pour intervenir, pour prendre en charge le patient. Donc, on est vraiment sur cette question-là de non anticipé et qui ne peut pas être non plus retardé. Les objectifs, donc il y a 3 objectifs principaux. Le premier, c'est de permettre aux patients de rester à domicile et donc le second, d'éviter par conséquent leur orientation vers un service d'accueil des urgences. On est vraiment sur cette question un peu de pertinence, du bon soin au bon endroit au bon moment. Et puis pour vous également en tant qu'infirmier, c'est vous valoriser dans votre pratique aussi parce que on a pu constater en échangeant avec les SAMU notamment que vous étiez parfois déjà mobilisés sur des prises en charge de soins non programmés à la demande de la régulation. Mais néanmoins, soit vous ne receviez jamais d'ordonnance, soit c'était des soins qui n'étaient pas cotables, donc vous ne pouviez rien coter pour pouvoir intervenir au domicile du patient. Donc, on a travaillé vraiment sur l'ensemble de ce volet-là. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez, par rapport aux modalités de déploiement de l'expérimentation. Donc, vous pouvez être sollicité par la régulation uniquement sur les horaires qui ne sont pas les horaires de permanence de soins médicaux. Donc, c'est-à-dire du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à midi. Ce sont ces horaires-là sur lesquels vous pouvez être mobilisé par le centre 15 et qui rentrent dans le cadre de ce protocole dérogatoire. Dans la mesure du possible, l'idéal, c'est de répondre à l'appel du SAMU tout de suite quand vous recevez l'appel sur votre téléphone. Néanmoins, ce sont des médecins, ils savent très bien que quand ils vous appellent, vous êtes potentiellement en soins. Donc, vous avez quand même un délai pour pouvoir prendre l'appel ou pour pouvoir rappeler la régulation si vous ne pouvez pas prendre l'appel tout de suite. Ce délai-là, pour votre département, il a été fixé à 30 minutes. Vous verrez sur la slide après que je laisserai un petit peu afficher pour que vous puissiez prendre en photo la diapo. Vous êtes susceptible d'être appelé par la régulation avec 3 numéros qu'on vous conseille d'enregistrer. Comme ça, vous, dès que la régulation vous appelle, vous pourrez plus facilement identifier aussi que c'est un appel régulation. On insiste sur le fait que vous êtes toujours libre d'accepter la prise en charge ou de ne pas l'accepter. Si jamais vous sentez que c'est un soin qui vous mettrait en difficulté ou qui vous mettrait potentiellement en danger aussi, vous n'êtes pas obligé de prendre en charge le patient. Si c'est un jour sur lequel vous ne travaillez pas ou autre, voilà. Vous êtes toujours libre
d'accepter ou non cette demande de la régulation. Par rapport aux modalités d'intervention, donc la régulation médicale va vous communiquer plusieurs informations. Elle va vous communiquer notamment la raison du recours. Donc, quel est le motif d'appel du patient? Le motif, il peut être clairement identifié. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, un problème sur une sonde urinaire. Ou, voilà. Donc là, vous avez un soin que vous pouvez clairement identifier. Parfois, vous pouvez être mobilisé aussi sur des motifs où justement la régulation a besoin d'y voir un peu plus clair. Typiquement, ça peut être la situation où à 11 heures, il y a un aidant qui passe ou une association de portage de repas qui trouve une personne âgée moins bien que d'habitude. Ils appellent la régulation pour dire Madame Antel est moins bien que d'habitude, je vous appelle, voilà, mais moins bien que d'habitude pour la régulation, ça va être un peu compliqué de pouvoir évaluer vraiment quelle est la situation du patient. Donc potentiellement, là, vous allez pouvoir être mobilisé par la régulation pour pouvoir aller visiter la personne. Dans ces cas-là, souvent, c'est un patient que vous connaissez déjà. Je vous expliquerai dans la diapo après comment vous serez mobilisé. Et donc, dans ce cas-là, souvent, c'est vous intervenez au domicile du patient pour ce qu'on appelle la levée de doute, donc les prises de constante, etc., pour que la régulation affine un peu plus la situation du patient. Dans l'appel de la régulation, vous aurez également l'identité de la personne, son adresse, son numéro de téléphone, et on vous invite à joindre la personne ou l'aidant avant de vous déplacer au domicile du patient pour plusieurs raisons. Déjà pour être sûr que le patient sera bien à domicile, que ça colle bien avec vos tournées, etc. Et puis parfois, il peut y avoir des médicaments ou des dispositifs médicaux qui doivent être allés chercher non pas par vous, vous n'avez pas le rôle de coursier ou voilà. On demande à ce que ce soit un aidant qui aille à la pharmacie si jamais le matériel ou le médicament n'est pas au domicile du patient. Je ne vois pas de questions, donc je vous propose de continuer. Sinon, n'hésitez pas. Hein. Si ce n'est pas clair ou si je parle trop vite, n'hésitez pas. Je vais laisser afficher la slide ici. N'hésitez pas à la prendre en photo ou à relever les numéros de téléphone. Ce sont les numéros de téléphone qui s'afficheront sur vos téléphones quand vous aurez un appel de la régulation. Donc, il y a 3 numéros potentiels. On vous invite à aller enregistrer ces 3 numéros-là. Je vais faire une petite pause. Je vous propose, c'est bon pour tout le monde, je peux passer à la slide suivante? Ouais, ok. Je vous propose du coup maintenant de vous présenter comment vous allez pouvoir être identifié en tant qu'infirmier de soins non programmés. Alors, pour ce dispositif-là, vous n'avez pas à vous porter volontaire en amont. La manière dont c'est réfléchi avec le SAMU et le Centre 15, et dont ça a été réfléchi sur les territoires un peu précurseurs par rapport à ce dispositif-là, parce que j'ai oublié de vous indiquer en début de présentation que ce dispositif-là, il est déjà actif depuis 2022 sur la Sarthe et depuis février 2024 sur la Vendée. Donc, on a quand même un petit peu de recul. Donc, vous allez en amont, la régulation médicale, elle va identifier donc un besoin d'intervention infirmier. Ils vont interroger le patient ou les aidants pour savoir s'il y a besoin de matériel ou de médicaments, si tout est au domicile ou non. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, ce sont soit l'aidant, soit le patient lui-même qui doit se rendre à la pharmacie pour aller chercher ce qui est nécessaire pour le soin. Ensuite, la régulation va demander au patient si le patient a un infirmier habituel. Si jamais vous êtes l'infirmier habituel de ce patient-là, c'est vous qui serez appelé en première intention. On vous invite pour ça à bien vous identifier auprès de vos patients parce que souvent la régulation, enfin le patient connaît votre prénom
la couleur de votre voiture, mais connaît pas ni votre téléphone ni votre nom. Et ça, c'est un peu, enfin, la régulation ne peut pas vous identifier avec la couleur de votre voiture et votre prénom, c'est pas possible. Donc vraiment, on vous invite à laisser soit une carte, soit quelque chose si ce n'est pas déjà fait, pour que le patient puisse donner directement vos coordonnées auprès de la régulation. Si jamais, en tant qu'infirmier habituel, vous n'êtes pas disponible, ou si jamais le patient en question n'a pas d'infirmier habituel, du coup, là, la régulation va aller rechercher l'infirmier le plus proche du domicile du patient, ou en tout cas là où il est au moment de l'appel. Et à ce moment-là, donc, la régulation se connecte à l'annuaire Amélie Santé. Vraiment, j'insiste, hein, c'est l'annuaire Amélie qui nous sert. C'est l'annuaire qui est la plus à jour. Malgré tout, on vous invite à vérifier quelles sont les informations qui figurent sur votre fiche, parce que si vous avez déménagé récemment, ou voilà, ça n'est pas forcément toujours à jour des dernières semaines. Donc, consultez ce qui est indiqué sur votre fiche sur Annuaire Santé. Et si jamais les fiches ne sont pas à jour, vous pouvez contacter vos interlocuteurs au niveau de l'assurance maladie ou nous contacter. Vous aurez nos contacts plus tard dans la présentation pour effectuer du coup vos modifications. Je peux ajouter une petite information à ce sujet. Oui. Donc, on s'est renseigné là au niveau de la CPAM 49 et il y a une adresse mail sur laquelle on peut demander à faire modifier ces informations. Je peux noter ça dans le chat si vous voulez. Voilà. Parfait. Ce qu'on peut Parce faire, que on ne peut pas le faire directement sur le site, Amélie. qu'on peut faire aussi, ce qu'on fera, c'est que on va la noter l'adresse mail, Christelle, et puis on la Oui, mettra dans le diaporama à ce moment-là. voilà. Je vais la noter tout de suite là. Ok, super. Merci beaucoup. Si jamais vous êtes intervenu au domicile d'un patient et que le patient a habituellement un autre infirmier que vous, on vous invite à faire les transmissions auprès de ce cabinet-là. Alors généralement, comme on est en proximité, hein, vous connaissez déjà le cabinet qui est mobilisé. Donc après, vous utilisez les canaux de communication que vous avez l'habitude d'utiliser. Bien sûr, on préconise des canaux sécurisés. Et si vous le souhaitez, sur la boîte à outils de l'URPS infirmier, vous avez accès aussi à une fiche transmission si vous le souhaitez, mais il n'y a pas d'obligation à utiliser cette fiche. Concernant les interventions au domicile du patient, Christelle, je te laisse la main sur cette slide-là. Je reprendrai à la fin si tu veux. Alors attends, est-ce que j'étais en train de noter l'adresse? Consultation. Alors oui, d'accord. Pourquoi est-ce qu'on peut être appelé? Donc dans tous les cas, je pense qu'il faut faire une évaluation clinique du patient, mais on peut être aussi appelé pour un acte simple, une petite plaie à évaluer et à traiter. Ce sera toujours un acte isolé de toute façon, hein. Si par exemple vous avez à prendre en charge une plaie, il faudra ensuite que le patient voit son médecin pour demander une prescription pour poursuivre les soins, hein. Voilà. Ça peut être un conseil, ça peut être une demande d'orientation. Ça peut être, comme on disait tout à l'heure, comme disait Claire, un problème sur une sonde urinaire, hein. Donc une sonde urinaire qui fuit ou qui est bouchée ou qui a été arrachée. Voilà, ça peut être aussi euh, pour poser une perfusion. En tout cas, la prise en charge, ça sera toujours pour un acte isolé. Alors, s'il doit y avoir des soins par la suite, ça fera l'objet d'une prescription par le médecin traitant. Quel matériel il vous faut pour prendre en charge ces patients? Bah, c'est le matériel habituel, hein. Donc, dans votre mallette, vous aurez un appareil à tension, un oxymètre de pouls, un thermomètre. Euh, si vous avez un glucomètre, c'est bien.
Sinon, bah, on fait sans, parce que s'il y a toujours un problème pour avoir des bandelettes qui soient pas périmées, et puis il y a le problème du coût des bandelettes aussi, hein. Mais bon, c'est quand on peut faire une glycémie capillaire, c'est l'idéal. Et puis il faut du matériel de pansement et matériel de prélèvement sanguin, parce qu'on peut t'appeler pour faire un prélèvement sanguin. Bien sûr, il faut s'assurer que la prise en charge, s'il y a une PS à faire, euh, va concorder avec les horaires d'ouverture du labo ou de ramassage du laboratoire à votre cabinet ou à la pharmacie, ça dépend des endroits où on exerce. À l'issue de la prise en charge, vous aurez à rappeler le SAMU. Donc en composant le 15, vous serez basculé directement vers l'ARM, l'assistant de régulation médicale, et le médecin qui aura demandé la prise en charge du patient. Claire, tu as peut-être des choses à rajouter? Mais bah, quand vous rappelez le 15, donc il faut que vous soyez encore au domicile du patient. Et en effet, c'est le premier agent de régulation médicale qui vous basculera dans la salle d'attente téléphonique du médecin. Et le médecin, enfin, comme vous aurez déjà été appelé en amont, votre numéro de téléphone est identifié par la régulation. Enfin voilà, vous apparaîtrez dans une certaine couleur et le médecin sait qu'il faut que vous soyez pris enfin, que l'appel doit être pris en priorité. Voilà, vous avez un coup de fil. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Je vous propose d'y répondre. Donc, il y a une première question. Si les patients ont le numéro du cabinet, mais que toutes les infirmières n'adhèrent pas à ce dispositif, comment faire? Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure ici, il n'y a pas de volontariat en amont. C'est-à-dire que la régulation va appeler en fait tout infirmier qui est installé sur le territoire du Maine-et-Loire est potentiellement appelable. Alors, attention, même avec le recul, par exemple sur la Sarthe, on est entre un et 2 appels par jour. On est à 500 appels sur une année. Donc, vous voyez, vous ne serez pas appelé, submergé d'appels, vous n'aurez pas 10 appels par jour. Si vous en avez un ou deux, voire trois dans l'année, c'est à peu près ce que ça va représenter. Enfin, a priori en tout cas. Voilà. Mais vous n'avez pas à vous porter volontaire en amont. C'est quand vous recevez l'appel que vous êtes libre d'accepter ou non la prise en charge. Donc, si jamais il y a des infirmiers qui ne veulent pas prendre en charge le patient, vous le dites à la régulation. Alors après, potentiellement, si c'est un patient que vous connaissez et qu'il n'y a pas de mise en danger et que vous pourriez le prendre, on vous invite à répondre positif pour cette prise en charge, mais c'est libre à vous de décider si oui ou non vous le prenez en charge. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair. Alors, c'était Sylvie Piton qui posait la question. Est-ce que c'est bon? Il y a pas de... alors, j'ai une deuxième question, mais pas d'or... Ok, d'accord. Mais pas d'ordonnance pour l'acte isolé. Alors, je suis désolée, je vois pas exactement quelle est la question. Si... Ah, on va recevoir sur notre téléphone une prescription, qui est une prescription spécifique de ce dispositif. On va vous montrer dans une prochaine slide le Hmm, modèle de la prescription. hmm, Et ok. cette prescription-là, donc, elle sera à joindre avec la facture en score. D'accord. Ok. On va y venir après. Alors, par contre, Christelle, est-ce J'ai que je peux te laisser répondre à celle-ci? j'ai S'il pas existe entendu, une grille Claire, ce que d'évaluation tu clinique disais. infirmière? Pardon? Pardon. Il y a une autre Oui, il y a une autre question. Est-ce qu'il existe une grille d'évaluation clinique infirmière pour une prise en charge plus efficace? Alors, a priori, non. Mais Christelle, je te laisse peut-être préciser. Bah, on peut en trouver hein, des bilans cliniques. Si on s'inspire un petit peu des prises en charge qu'on avait pour les patients Covid à domicile, on avait pas mal de grilles d'évaluation clinique. Bon, je pense qu'on pourra rechercher peut-être et vous en faire passer des grilles si vous n'en avez pas, mais en recherchant sur Internet, on en trouve quand même assez facilement. Mm. C'est ça Alors, la question? Est-ce que c'est ça la question?
Parce qu'après, généralement, dans la prise en charge, donc le médecin régulateur vous demande, enfin, vous dit ce qu'il en est. Par exemple, c'est une personne que vous connaissez ou pas, qui présente tel et tel symptôme. Généralement, dans ces prises en charge, vous allez prendre les constantes habituelles et vous allez passer le bilan à la régulation. Et après, vous allez être aussi en lien avec le médecin régulateur qui potentiellement va vous poser des questions pour évaluer quelle est un peu plus la situation. Je vous propose de passer à la slide suivante. On arrive sur les questions de rémunération. Donc, je vais vous présenter directement l'ordonnance, ce sera plus simple, vous avez tout dessus. Donc, voilà l'ordonnance que vous recevrez. Elle est ici, donc elle se présente en deux parties. Vous avez à gauche la partie vraiment ordonnance et à droite le rappel sur la manière dont vous allez pouvoir coter cet acte, cet acte dérogatoire. Donc sur la prescription, vous avez bien les deux logos, donc CHU et ADOPS 49. Il est bien marqué que c'est une prescription médicale soins infirmiers non programmés dans le cadre du dispositif dérogatoire. Elle est utilisable uniquement dans ce cadre-là et uniquement pour un passage unique. Il n'y a pas du tout de continuité de soins qui peut être prévue sur cette ordonnance. Elle mentionne donc la date de la prescription, le nom du médecin régulateur qui vous a prescrit, le numéro de dossier de régulation médicale et l'identification prescripteur qui est celui-ci, c'était celui qui était également utilisé pendant la crise Covid et dont on se sert aujourd'hui plus que pour les soins non programmés. Vous devez à tout prix utiliser ce code prescripteur, sinon vous ne pouvez pas bénéficier de la cotation dérogatoire dans les recoupements. Donc, c'est vraiment ce numéro prescripteur-là que vous devez rentrer. Vous aurez ensuite donc les informations liées au nom, prénom, date de naissance, adresse et téléphone du patient et ce pourquoi vous êtes mobilisé. Donc, ça peut être que pour le bilan clinique de proximité. Donc là, c'est ce qu'on venait de dire, la levée de doute, soit, enfin, et ou pour d'autres actes. Et du coup, là, ce sera précisé. À côté, donc, vous aurez la manière dont vous pouvez coter les actes, sachant qu'il y a trois situations de facturation. La première facturation, c'est que vous avez été mobilisé pour le bilan clinique de proximité. Donc là, il n'y a pas d'acte technique reconnu dans la NGAP. Donc à ce moment-là, vous facturez un AMI 5.6 plus les déplacements. Les déplacements, vous les facturez tels qu'habituellement dans vos facturations. Il n'y a pas de dérogation là aux ICA. Ça, c'est la première situation. Pas d'acte technique reconnu NGAP, mais néanmoins, vous êtes allé faire le bilan auprès du patient. Donc, AMI 5.6 plus déplacement. Deuxième situation, donc vous avez réalisé un acte qui est reconnu dans la NGAP, mais dont la valorisation est inférieure à un AMI 5.6. À ce moment-là, vous cotez un AMI 5.6 plus les déplacements tels qu'ils sont facturés habituellement. Donc, en fait, dans ce cadre dérogatoire, vous ne pouvez pas être rémunéré moins d'un AMI 5.6. C'est la cotation plancher, l'AMI 5.6. Par contre, si c'est la troisième situation, si vous réalisez un acte qui est reconnu dans la NGAP, qui est supérieur à un AMI 5.6, là, vous facturez tel qu'habituellement dans ce que vous facturez auprès de l'assurance maladie. Est-ce que ça va sur... Par exemple, la pose d'une perfusion. Ouais, voilà, par exemple. Ah oui, dans les trois situations, donc vous avez la prise en charge du patient et puis le bilan qui est fait auprès du médecin régulateur qui est compris dans la cotation. Le bilan auprès du médecin régulateur est systématique. Voilà. Christelle, je te laisse expliquer par rapport aux caisses mutuelles, etc. Oui. Oui, pour la facturation, en aucun cas il faut facturer cet acte dérogatoire en ALD ni en Exo 3. Il faut facturer avec le régime général plus la mutuelle. Voilà. Si toutefois le patient n'a pas de mutuelle, eh bien vous vous lui ferez payer la part mutuelle. Mais s'il n'a pas sa carte vitale, ça peut arriver aussi. Eh bien, écoutez, vous faites payer la totalité de l'acte. Voilà. Merci Christelle, c'est intéressant cette information.
il y a quelqu'un qui veut prendre. J'ai pas entendu. Non. C'est Teddy qui parle. Ah, Je voulais savoir. est-ce que ça c'est clair pour la partie cotation? Parce que c'est vraiment un peu le nerf du dispositif. Moi, je pense qu'il faut faire très attention quand vous créez votre acte par rapport à ce numéro de prescripteur. Je vous invite à peut-être créer le prescripteur dans votre logiciel. Parce que si vous saisissez CHU, vous allez saisir le numéro 49 00 00 49. Donc faites attention hein, que ça passe pas. Si vous faites une photo et que votre logiciel utilise l'intelligence artificielle, méfiez-vous hein, de ce numéro de prescripteur. Enfin, en tout cas du logo du CHU, quoi. Voilà, faut vraiment que ce soit ce numéro-là, sinon vous ne serez pas payé. Puisque 5,6 dans la nomenclature n'existe plus. C'était une mesure dérogatoire qui a disparu d'ailleurs très récemment, je crois que c'est la semaine dernière. Hmm. Christelle, il y a une question, je ne sais pas très bien. Est-ce que l'on peut faire une feuille de soins papier si pas de carte vitale? Bah, moi j'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire oui, mais c'est compliqué quand même. C'est compliqué quand même. Alors, comment on peut faire? S'il n'a pas de carte, bah, de toute façon, s'il n'a pas de carte vitale, vous prenez ses coordonnées, numéro de sécu, date de naissance, le nom de la caisse, la mutuelle. Sur la carte de mutuelle, il y aura le numéro de sécu. Et après, vous utilisez le service ADRI pour faire votre facture. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Hmm. Ok. Vous avez ici donc les contacts. Donc vous pouvez contacter donc Christelle de Barry, ici présente, que beaucoup connaissent déjà. Alors avec l'adresse mail qui est indiquée ici, parce que du coup c'est l'adresse qui est plutôt spécifique pour les soins non programmés. Et vous avez également la possibilité de contacter ici au niveau de l'URPS l'équipe projet, donc à savoir Marianne Insinger qui est ici, moi donc Claire Paillet, et on est joignable donc du lundi au vendredi plutôt sur des horaires bureau, sur les 2 numéros de téléphone qui sont indiqués en dessous et sur l'adresse mail qui est toujours consultée, donc l'adresse idelpaysdaloire.salut. Voilà. Je pense que ouais, je serai joignable en dehors des horaires de. Enfin, je serai joignable pratiquement tout le temps. Enfin, faut me laisser un petit peu le Oui. temps de réagir, mais en dehors des horaires d'ouverture de l'URPS, n'hésitez pas à revenir vers moi. Euh, Par mail, c'est l'idéal. Après, je sais que pas mal ont mon numéro de téléphone aussi, mais par mail, ce sera peut-être plus confortable pour moi. Et puis ça permettra peut-être d'avoir plus facilement une traçabilité aussi Exactement, oui. et les questions qui sont posées. Est-ce qu'il y a des questions sur le dispositif avant que je vous présente le service interprétariat? Je ne vois pas de main se lever. Peut-être être très clair. N'hésitez pas. De toute façon, après, on reste disponible hein, s'il y a des questions. Donc, qui focus sur le service interprétariat, qui est un service qui est financé entièrement par l'ARS via l'URPS. Donc, l'objectif, c'est que vous ayez accès à des interprètes professionnels qui établissent une communication. Alors, au-delà du langage, c'est aussi culturel. Voilà, donc si jamais vous en avez besoin ou en amont d'un besoin aussi, on vous invite à vous inscrire sur le Google Form dont le lien est ici. Nous, ça va nous permettre de demander un code utilisateur auprès de la plateforme qui s'appelle ISM. Alors, j'ai plus exactement ce que ça veut dire ISM. Mais en tout cas, c'est un service interprétariat qui est validé au niveau national par le ministère et voilà, pour lequel on a un financement via l'ARS.
Dès lors que vous avez le code utilisateur qu'on vous envoie, après, à toute heure de la journée, de la nuit, vous pouvez mobiliser ce service-là puisqu'il est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je crois que de mémoire, il y a plus de 180 langues et dialectes qui sont traduits. Voilà, et donc vous vous connectez assez facilement à cette plateforme-là. Normalement, en moins d'une minute, vous avez accès à un interprète. Voilà. Par contre, il faut bien anticiper votre besoin parce qu'une fois que vous avez le code, il est utilisable tout le temps. Mais par contre, nous, il nous faut le temps de récolter votre demande, de l'envoyer à l'ISM, de recevoir le code de l'ISM et de vous le renvoyer. Voilà, donc on vous invite à vous inscrire dès que possible et à conserver ensuite votre code. Et vous n'avez rien à payer, c'est nous qui recevons la facture et on a un financement prévu pour, euh, voilà, via l'ARS. Et alors, c'est un service que vous pouvez utiliser dans le cadre des SNP, mais c'est un service que vous pouvez utiliser également sur toutes vos prises en charge. Je pense également au bilan prévention pour celles et ceux qui en réalisent sur ces temps qui sont un peu plus longs, ou potentiellement ça peut être intéressant aussi d'avoir accès à cette plateforme-là. Voilà. On a un traducteur en direct. Oui, vous établissez une conversation à trois et ce sont des interprètes qui sont formés dans l'interprétariat médical. Donc, ils sont spécialisés là-dedans. Voilà. Bah, écoutez, on arrive à la fin de la présentation. On ne va pas demain se lever. On peut les utiliser en vacances. C'est-à-dire en vacances. Alors, quand vous êtes en vacances pour commander un Morito, non. Ils sont pas spécialisés pour ça. Par contre, si vous êtes malade en vacances, vous pouvez proposer à votre médecin de. On ne sait pas trop quand on va démarrer le dispositif. On est assez pressé, mais bon, c'est peut-être une histoire de jours. J'ai peut-être une petite question en fait. J'ai peut-être loupé un épisode, mais le SAMU nous appelle sur notre téléphone perso du coup. Enfin, admettons, on a un téléphone pro, mais qui est pas lié à Internet. Donc, s'il m'envoie une ordonnance, je l'aurai pas. Et j'ai un téléphone perso qui est bien plus performant. Et voilà. Et sur ma fiche Amélie, c'est mon téléphone perso en fait. Donc, peu importe ça. En fait, Alors, ils en appellent fait, sur quel numéro? c'est c'est le numéro de téléphone qui est indiqué sur la fiche Amélie qui sera Ok, utilisé par la d'accord. régulation. Ok. Donc, vous pouvez Donc, modifier faut votre bien fiche. réfléchir. Ouais, parce que c'est ça. Ouais. Si je travaille pas, après, je peux appeler ma collègue pour lui dire je viens d'avoir le SAMU, mais ça devient plus compliqué. Ok. Donc, faut que ça soit à jour. Ok, merci. Ça peut être intéressant de rajouter Internet sur le portable du cabinet, en fait. Je pense, nous, on va le faire parce que c'est vrai que ça pose souci à chaque fois. Ça sera une photo d'ordonnance que vous recevrez donc par MMS. Est-ce que il faut Internet pour recevoir un MMS? Non? Donc bah, ça sera pas par mail, hein. On vous l'enverra pas par mail, la prescription. Alors, dans un premier temps, parce que l'objectif, c'est quand même de passer à terme sur les réseaux sécurisés. Donc, à terme, ce Oui, sera de passer plutôt par messagerie sécurisée, mais pour l'instant, le SAMU n'est pas en capacité de pouvoir envoyer en MSS. Je vois pas d'autres mains se lever. Si c'est bon pour vous, ben, on va pouvoir clôturer cette peut-être présentation. repréciser que donc on ne pourra facturer cet acte-là que si le SAMU nous a appelés. Oui, c'est que dans ce sens-là. C'est que dans ce sens-là, hein. Mm.
Oui, donc juste une précision, les numéros qu'on a d'identificateur prescripteur, ça c'est le numéro qu'on peut enregistrer déjà, c'est bon. Oui, Le 2999, là c'est OK, ce sera voilà. celui-là. Ah, D'accord. ce sera celui-là, oui. Ouais. Tu te crées un contact régulation ou SAMU et tu mets les 3 Ouais. numéros. Et celui qui sera utilisé le plus souvent, ce sera le plus 3315 là. Oui, en C'est téléphone. bien. Un Le téléphone. numéro de téléphone. Ouais. Et en télétransmission, ce sera en prescripteur, ce sera le 29 199, Ouais. ce numéro-là, il n'y en aura pas d'autre. Non, Uniquement. on n'aura pas D'accord. d'autre que celui-là parce que c'est celui qui est prêt. Donc, nous, on signe enfin, nous, plus l'ADOPS, plus le CHU, on signe un protocole dérogatoire avec l'assurance maladie et c'est ce numéro-là qui est demandé par l'assurance maladie pour faire les D'accord. recours, pour que ce soit plus OK. simple, voilà, pour tout le monde. Et c'est le même qui est valable pour tous les départements en plus. D'accord. Vous nous Vous nous enverrez. enverrez le PowerPoint. Oui. Dans quel délai d'ailleurs, Claire? Je sais plus ce qu'on s'est dit cette semaine. Marianne dit cette semaine. Cette semaine, oui. Parce Hmm. que c'est quelqu'un du webinaire précédent qui m'a posé la question ce midi. Ah, on attendait, non. Non, mais cette semaine. On attendait de D'avoir fait les plusieurs 3. webinaires aussi. Hmm. Ok, bah, parfait. Bah, écoutez, alors c'est un dispositif expérimental, même s'il est déployé déjà dans 2 départements, hein, Vendée et Sarthe, et puis on le déploie dans le même laps de temps que vous sur la Mayenne. Donc n'hésitez pas parce que voilà, il peut toujours y avoir des choses à améliorer, des petits couacs à certains moments. Vu que tout le monde doit se faire la main aussi sur ce dispositif, votre régulation en Maine-et-Loire et puis vous aussi, ce sera vos premières fois. Donc si jamais il y a des choses positives aussi, des choses positives, n'hésitez pas. Mais s'il y a des choses à améliorer, voilà, n'hésitez pas, on est à votre disposition sur les numéros de téléphone indiqués, sur les adresses mail également. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous tous. Donc, on reste disponible si besoin. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne journée. Et de toute façon, vous serez tenus informés dès qu'on aura enfin, dès que le protocole sera signé. Vous serez informés de la date. Mais là, voilà, il est dans les circuits de signature. Donc, c'est imminent. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, Au revoir. au revoir. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir, Teddy.